aussi à notre conférencier, nos conférencières. Bonjour. Donc, je vais commencer avec vous, Perrine, si vous le voulez bien. Donc, vous êtes maître de conférence à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 dans le département cinéma et audiovisuel de l'UFR Arts et Médias. Perrine est engagée dans diverses associations adhérentes aux enfants de cinéma, membre du comité éditorial de Passeurs d'images, présidente de la compagnie d'Avril et d'Enfance au cinéma, qui coordonne école et cinéma et mon premier cinéma à Paris, ainsi que mon premier festival. Donc, elle participe en partenariat avec diverses structures à l'animation d'ateliers, à la formation autour de l'éducation à l'image. Bonjour, Perrine. Bonjour tout le monde. Excusez-moi d'être en visio. Ouais, non, ça fait plaisir que vous soyez là. Donc, je vais poursuivre avec donc Armandine Thiès, donc directrice générale de l'Association des cinémas parallèles du Québec depuis juin 2021, donc tout récent. Donc, elle dispose d'une solide expertise dans la gestion de projets qu'elle a acquise ces 20 dernières années dans le domaine culturel et le milieu communautaire. Avec son équipe, ils œuvrent au développement de l'éducation cinématographique en milieu scolaire par le biais du programme L'Œil Cinéma, qui offre des outils pédagogiques, des formations et divers ateliers s'adressant principalement aux jeunes du secondaire et au personnel enseignant. Bonjour Armandine, merci d'être là. On continue vers la gauche. Ariane Roy-Poirier est diplômée en études cinématographiques à l'Université de Montréal. Pourtant, je ne devrais pas avoir de difficulté à le dire. A été coordonnatrice jeune public ainsi qu'assistante à la programmation pendant 4 ans au Festival du film pour enfants de Montréal. Elle cumule plus de 8 ans d'expérience en festival, plus précisément en développement de public. Et sa passion est de transmettre son amour du cinéma. Son nouveau poste de directrice de programmation à plein écran lui permet de mettre l'audace et le caractère novateur de l'organisme au service de la rencontre entre les jeunes et le cours québécois. Bonjour Ariane. Bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Mais ça, je veux dire, ça fait plaisir, mais c'est les remerciements Merci, vont à l'équipe d'organisation. Je poursuis avec Olivier. Donc, Olivier Fébure, après des études en cinéma à Paris, Sorbonne Nouvelle Paris 3, Olivier a travaillé pour plusieurs organismes reliés au monde de l'éducation. Ainsi, pendant 3 ans, il a agi en qualité de conseiller pédagogique et responsable de la formation à Par l'image. En 2000, il a intégré l'équipe de Mediafilm à titre de documentaliste et rédacteur. Devenu chargé de projet, il a créé en 2009 le programme Ciné-École, qui a pour vocation, Cinécole, pardon, qui a pour vocation de former les spectateurs de demain et de développer le sens critique des jeunes en leur présentant des films québécois et francophones de qualité. Bonjour Olivier. Bonjour. Et finalement, Marie-Claude Fournier, qui est cinéaste, une cinéaste qui place l'humain, les enjeux culturels et la transmission des savoirs au cœur de sa démarche. Elle a entre autres été cinéaste mentor lors d'ateliers de création de Wapikoni Mobile et a œuvré plusieurs mois en Haïti à titre de réalisatrice mentor avec les diplômés du Ciné Institute, j'imagine, sur des projets corporatifs. En 2017, elle prend le rôle de productrice déléguée au sein de Wapikoni Mobile, assurant le perfectionnement d'une relève autochtone au sein des productions professionnelles. Depuis mars 2020, elle assure la fonction de directrice générale adjointe au sein de cet organisme. Bonjour Marc-Claude. Bonjour. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Ça fonctionne. Bien, merci aussi pour l'invitation. Ça fait plaisir. Donc, alors, on a un peu de visuel, donc parfait. On est sur un colloque sur l'image. On a un peu de visuel, un peu d'audiovisuel aussi. Donc, ma première question était tout simplement de vous laisser la parole pour présenter votre organisme pour lequel vous venez nous parler aujourd'hui. Donc, peut-être je vais commencer avec vous, Armandine. Peut-être quelques mots, puis après ça, vous m'avez parlé que vous avez un certain jingle à nous présenter. Oui, en bon français. Alors, donc, l'Association des cinémas parallèles du Québec existe depuis plus de 40 ans. Sa mission, c'est d'assurer à un maximum de gens à travers tout le Québec l'accès à du cinéma de qualité, avec quand même une majeure sur le cinéma québécois, et également d'offrir une formation et donc toutes sortes de choses liées à l'éducation cinématographique spécifiquement. Notre mission, elle va se décliner dans 3 grands pôles. Celui, en fait, qui est je dirais le majeur de nos pôles, c'est le Réseau Plus, donc, et nos membres. Donc, l'association regroupe une 60aine de salles parallèles à travers tout le Québec, qui sont très souvent appelées ciné-clubs, qui vont être hébergées dans des auditoriums de cégep, dans des salles de spectacle,
dans des organismes associatifs, bref, dans toutes sortes d'endroits, à travers vraiment toute la province. Et on diffuse donc du cinéma d'auteur québécois et étranger. On a également une revue qui s'appelle Cinébule, qui va bientôt fêter ses 40 ans. Là, on est dans le dernier numéro avant les 40 ans. D'ailleurs, le dernier numéro paraît très prochainement, début octobre. Je vous invite à aller le consulter. Donc, une revue qui va aborder des sujets sur le cinéma, principalement en lien avec l'actualité cinématographique. Et puis, donc, on a le programme de l'Œil Cinéma, qui existe depuis plus de 26 ans au sein de l'Association des cinémas parallèles du Québec. En fait, pour faire un petit peu d'histoire, il y avait un comité, alors le nom spécifique, je l'ai noté quelque part, mais un comité de concertation sur l'éducation cinématographique au Québec qui s'était monté dans les années 90 avec différents organismes. Et ce comité-là a fait le constat que l'éducation cinématographique, particulièrement en milieu scolaire secondaire, il y avait un vrai manque à combler. Et donc, ce comité a mandaté l'association pour développer des activités cinématographiques. Et on a commencé à faire ça en 95. Et en 97, on a monté un programme qui s'appelle donc l'Œil Cinéma. Donc, l'Œil, c'est un acronyme, en fait. Ça ne s'écrit pas avec le OE collé. Ça s'écrit en séparé. Ça veut dire l'outil pour l'éducation à l'image et au langage cinématographique. Et donc, très rapidement, avant de vous envoyer une petite présentation de ce qu'on fait, le programme de l'Œil Cinéma, donc, c'est un dispositif d'éducation au cinéma qui offre des outils pédagogiques qui sont très largement téléchargés ou commandés par les enseignants à travers toute la province. Donc ça, ce sont des outils pédagogiques qu'on offre gratuitement. Il va autant y avoir des guides d'analyse filmique que des petits guides comme celui que je vous ai amené aujourd'hui pour apprendre à faire un film. Donc, si jamais il y a des gens intéressés, j'en ai amené quelques exemplaires pour les partager aujourd'hui. Il y a également tout un pan de formation pour les enseignants et enseignants, donc formation parfois initiale pour certains qui n'ont jamais été initiés au cinéma, mais parfois aussi formation continue pour ceux qui ont déjà une pratique en cinéma mais qui veulent justement se former aux nouveaux logiciels de montage ou à certaines techniques spécifiques. Et puis le volet qui est le plus apparent, ce sont les ateliers de pratique. Donc c'est ça, ce sont des ateliers qui comprennent toujours une partie théorique et qui proposent une expérimentation, donc vraiment une création cinématographique, quelle qu'elle soit. Et donc je vais faire envoyer ma petite bande-annonce des ateliers. Alors, juste pour terminer ma petite présentation, c'est un programme, donc l'éducation cinématographique, qui a été soutenu pendant très longtemps par le ministère de la Culture et des Communications. Avant l'arrivée de la pandémie, on était en constante hausse de la présentation donc, des ateliers dans les écoles. L'année, par exemple, qui a précédé la pandémie, avec quand même quelques annulations, on a tenu 127 ateliers donc qui s'étalait on parle d'atelier, mais ça peut aller d'une période jusqu'à une semaine complète d'atelier. Hein. C'est très variable la durée de ces ateliers-là. Plus de 3000 élèves qui ont participé à ces ateliers, plus de 290 enseignants donc à travers toute la province. Et puis donc on va autant de Sept-Îles. René me disait qu'il avait été jusqu'à
Rouen-Noranda, en passant par Sherbrooke. Malheureusement, on a dû annuler un atelier qui était prévu à Fermont, où Martine allait rouler pendant 12 heures pour monter à Fermont. Et le concept de nos ateliers, c'est qu'on a un cinéaste en résidence, nous, à l'association, ou un professionnel du cinéma qui donc maîtrise l'art cinématographique et le langage cinématographique et qui va en fait collaborer avec un enseignant pour mettre en place les ateliers au niveau scolaire. Voilà, je pense que j'ai bien résumé la mission. Absolument, absolument. En tout cas, ça donne tout à fait envie. Merci beaucoup pour cette présentation. Je passerai tout de suite, pourquoi pas, à Perrine. Perrine, si vous vouliez peut-être nous parler, on ne fera pas de hiérarchie entre le présentiel puis à distance. Donc voilà, je vous passe la parole pour nous parler de votre organisme. Bonjour. Alors, moi, comme tu m'as bien présenté, je suis impliquée dans différents organismes et j'ai choisi en concertation avec Caroline, que je remercie encore de m'avoir invitée, Caroline Martin, le dispositif que je connais le mieux puisque j'ai fait ma recherche dessus, que j'ai travaillé dessus depuis très très longtemps et que j'ai été membre de l'association, j'ai été salariée de l'association, j'ai coordonné le dispositif aussi à échelle plus locale, etc. J'ai présenté des films dans ce dispositif et maintenant, depuis 15 jours, ça c'est nouveau aussi, encore une casquette que je participe à la commission qui fait le choix du catalogue des nouveaux films qui vont entrer dans ce dispositif. Donc, je n'ai pas dit le nom, c'est École et Cinéma. C'est un dispositif que je pense vous connaissez peut-être, puisque c'est un dispositif qui ressemble un peu à ceux que vous coordonnez, mes autres collègues qui sont dans la table ronde. Donc, en France, qui existe depuis 95, donc on a les mêmes dates à peu près, 94-95, qui a été initié donc, à la suite d'un autre dispositif pour les collégiens. Donc, qu'est-ce que c'est École et Cinéma pour ceux qui ne connaissent pas? C'est un dispositif national qui existe partout en France et dans les dom-toms, qui consiste à projeter 3 à 8 films par an dans des salles de cinéma à destination des écoliers, donc de la grande section de maternelle jusqu'au CM2 en France, donc c'est école primaire. Donc, il y a une circulaire qui est diffusée dans les écoles. Les enseignants peuvent s'inscrire volontairement et sont tenus d'emmener leur classe voir les films qui sont projetés, programmés dans c'est coordonné à échelle départementale. C'est un dispositif national qui existe partout, mais qui ensuite est coordonné à échelle départementale, c'est-à-dire que dans chaque département, il y a un coordinateur cinéma qui est rattaché soit à une association, soit à une salle de cinéma un peu importante, une scène nationale ou quelque chose comme ça. Et de l'autre côté, un coordinateur éducation nationale, qui est quelqu'un qui est donc rattaché à l'éducation nationale, qui n'est pas enseignant, mais plutôt du côté des inspections académiques, qui est souvent détaché de l'éducation nationale stricto sensu pour coordonner ce type de choses. Et donc, ces deux coordinateurs, l'un cinéma, l'autre éducation nationale, vont organiser le dispositif dans leur département, vont faire en sorte que la circulaire soit diffusée pour que les enseignants s'inscrivent. Ils inscrivent les enseignants dans les salles de cinéma les plus proches de leur école primaire, de là où ils travaillent. Ensuite, ils s'assurent à ce que les enseignants soient formés aux films qu'ils vont voir avec leur classe, qu'ils voient les films avant, en amont, et puis qu'ils soient, si possible, formés aussi à faire de la pratique autour des films et du cinéma en général. Voilà, donc c'est un gros dispositif qui concerne 20% des écoliers. C'est beaucoup. Les personnes qui coordonnent ce dispositif, l'association nationale, maintenant c'est l'association Passeurs d'images qui coordonne aussi d'autres dispositifs, mais entre autres celui-là. Et donc elle dit que c'est le premier dispositif artistique en France puisqu'il concerne énormément d'écoliers. Il génère plus de 2 millions d'entrées par an. Toutes entrées confondues. Les enfants qui vont voir donc 3 films en moyenne, c'est 3 à 5 films en moyenne. Hein. Ils vont voir généralement un film par trimestre, donc
ça fait 3 films dans l'année. Donc, ça compte pour 3 entrées chaque enfant. Enfin, voilà. Mais ça fait quand même 2 millions d'entrées, c'est énorme. Voilà. Je m'arrête peut-être là parce qu'après, on va continuer d'en parler. J'avais prévu de vous montrer quelque chose, mais je pense que ça ne va pas marcher vu que la connexion n'est pas parfaite. C'est la bande-annonce du dispositif qui est assez belle, je trouve. Mais bon, je vous donnerai les liens pour ceux que ça intéresse. Oui, voilà, on peut trouver ça sur Oui, les sur internets. Internet. Oui, pardon, faut que je m'adresse à la caméra quand je vous parle. Oui, donc les liens, là, tout à fait, on pourra retrouver ça sur le site Internet de votre organisme. Merci beaucoup, Perrine. De rien. Alors, parlant de présentation visuelle aussi, on a une autre invitée qui a un petit vidéo pour nous. Donc, juste en termes de logistique, je vais aller vers vous. Marie-Claude, pourriez-vous nous parler un peu de votre organisme Wapikoni Mobile? Ben, ce n'est pas mon organisme. Je suis au service du Wapikoni Mobile, qui est une organisation autochtone pour et par les Premières Nations et les membres, les populations inuites et métis. Et avant d'aller plus loin, je pense qu'on a vraiment une démo qui explique bien la mission. Puis après, ben, je compléterai parce que ça fait déjà quelques années qu'elle a été faite. Donc, si on peut mettre la démo pour commencer. Parfait. Merci. Great tools for us Aboriginals to get out into the world and express our creativity. Le Wapikoni, pour moi, c'est une voix. Je dirais que ça a allumé des étincelles. It helped me establish myself as an artist. Ça nous permet aussi de se faire comprendre. On est vraiment fiers de notre culture. Les jeunes offrent leur image, l'image qu'ils perçoivent de leur communauté. C'est pas juste de faire des vidéos. À travers tout ça, là, j'ai vu le support. It helped so many youth to move past depression and other things. I don't think the communities really realize what they have with Wapikoni. It's amazing. Il en aura donné cet espoir que nos jeunes ont tant besoin. I want to see more of that. Magnifique. Merci au nom de l'équipe, merci. Donc, ben, Wapikoni, vous avez vu, on est surtout connu pour les studios ambulants qui se promènent à travers les communautés autochtones au Québec et aussi partout au Canada. On a aussi des escales de création, on les appelle les escales de création à travers le monde, beaucoup en Amérique latine en ce moment. On en a eu aussi en Palestine et aussi avec des communautés syriennes. Donc, on s'adresse aux Premières Nations, mais aussi aux populations marginalisées et invisibilisées à travers le monde. Et à travers aussi, il y a la création des films, mais après, les films deviennent aussi des outils de partage et de développement de leadership chez les jeunes autochtones, c'est-à-dire la prise de parole en festival. On a aussi mis sur pied des ateliers de sensibilisation. Donc, c'est comme un cercle, en fait. La mission du Wapikoni se définit en 4 axes stratégiques. La première, c'est l'inspiration. La deuxième, création.
La troisième, développement professionnel. Et la quatrième, c'est le partage. Et après le partage, revient l'inspiration. Et c'est le cercle qui est inspiré de la roue de la médecine autochtone. C'est pas de moi, tout ça, hein, vous savez. Manon Barbeau, elle a initié le Wapikoni. Ça a été cofondé aussi avec l'Association des jeunes des Premières Nations du Québec et du Labrador, ainsi que la Nation Atikamekw. Et depuis quelques années, il y a eu une passation vers une direction générale autochtone qui a apporté aussi une vision encore plus complète par rapport à intégrer les valeurs autochtones et les philosophies autochtones dans la démarche du Wapikoni. Et on a apporté aussi beaucoup, c'était Odile Joannette qui était en poste jusqu'en mai dernier. Prochainement, on va avoir une nouvelle directrice générale, c'est officiel, c'est Mme Véronique Rankin, ça me fait plaisir de vous le dire. Et je m'amène à vous dire qu'on place la souveraineté narrative au sein de notre création. Puis ça, je pense que c'est important de le dire particulièrement ici parce que, oui, on fait de la médiation culturelle en allant donner des outils, des opportunités de création. Là où on se positionne au Wapikoni, c'est vraiment d'apporter des opportunités de création là où il n'y en a pas. C'est-à-dire, on va avoir quelques escales en milieu urbain, mais souvent, les populations qui sont près des milieux urbains, les communautés près des milieux urbains, ils ont plus de possibilités d'éducation au niveau du cinéma, plus d'opportunités. Alors qu'une communauté, on peut penser à Pakwashipi, où il faut prendre l'avion ou le bateau pour se rendre, ce n'est pas évident pour eux d'avoir accès à des outils de création musicale ou cinématographique. Donc, c'est là où on se positionne. Et le concept de souveraineté narrative, c'est de donner le droit aux jeunes des Premières Nations de dire ce qu'ils veulent à la manière qu'ils veulent. Donc, c'est toujours de travailler. On fait beaucoup d'ateliers de sensibilisation et de formation avec nos cinéastes mentors pour qu'ils soient sensibles à ça. Parce que sinon, c'est facile qu'on répète les erreurs du passé et qu'on dise « Hey, ça serait intéressant que tu parles de ça. Pourquoi tu ne parles pas de ça? » Alors qu'eux, ils ont des choses à dire, ils ont un point de vue sur leur propre culture, sur l'histoire qu'ils veulent partager. Donc, puis cette souveraineté narrative-là, on essaie de plus en plus à donner des ateliers d'empowerment sur la souveraineté narrative qui permet aux participants de dire « Hey, j'ai le droit de dire non, j'ai le droit de dire ce que j'ai le goût de faire. » Et aussi, ces ateliers-là, ça donne de plus en plus. L'Académie du cinéma nous a contactés pour l'avoir. On le fait aussi avec des gens du milieu qui veulent collaborer avec nous. On leur demande de suivre ces ateliers de sensibilisation-là aussi. Donc, les films deviennent des outils pour sensibiliser, soit faire connaître les enjeux et les cultures autochtones dans les écoles, dans les bibliothèques, à plusieurs niveaux, en primaire, secondaire, universitaire, collégial, et puis aussi aborder toute la question de souveraineté narrative. Donc, c'est vraiment... C'est difficile des fois d'expliquer c'est quoi la mission du Wapikoni parce que c'est complexe parfois parce que ça part beaucoup. Il y a plusieurs paliers, puis on est impliqué aussi à plein de niveaux. Puis là, c'était écrit 100 films, c'est 100 films par année, 100 courts-métrages par année. Fait que notre collection est beaucoup plus autour de 1300 films depuis 2014. Et c'est ça, on fait l'équivalent d'un long métrage par année au Wapikoni, si on colle 100 films de 5 minutes. Tout à fait. Puis moi, je peux juste parler de mon expérience. J'enseigne cinéma québécois. Puis, premièrement, le site est extrêmement bien fait. C'est juste super facile d'aller visionner les films. Puis, si vous voulez expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas bien l'appropriation culturelle, rien sur les mocassins, moi, ça a très bien fonctionné dans mon cours lorsqu'on a justement abordé cette question-là. Puis, les films, en fait, nous permettent de justement écouter la parole de celles et ceux qui vivent l'appropriation culturelle et non de parler d'un point de vue alloctone. Bref, c'était mon petit éditorial sur la question. Je passerai donc à Ariane Roy. Je vous laisse nous présenter votre organisme, s'il vous plaît. Oui, merci Julie. En fait, moi, j'ai été initialement approchée par Caroline pour venir parler en tant que responsable du Lab Québec Cinéma, titre que j'ai tenu pendant 4 ans. Donc, après le FUFEM, je suis allée m'occuper du Lab chez Québec Cinéma. Donc, Québec Cinéma qui a une mission de rayonnement et de promotion du cinéma québécois ici et à l'international. Et il y a une mission d'éducation qui est très importante, évidemment, chez Québec Cinéma. Et le Lab, c'était vraiment le département d'éducation à l'image et de promotion par l'éducation. Donc, je peux parler un petit peu de ça, puis je pourrais parler de mon nouveau chapeau après.
Donc, dans le fond, au lab, ce qu'on a développé, c'est vraiment quand même une belle diversité d'ateliers. Je pense que c'est très complémentaire avec tout on parle. On avait une très belle collaboration d'ailleurs avec le Wapikoni au lab parce que c'était très important, surtout que chez Québec Cinéma, on avait la chance d'avoir une tournée où on se promenait au Canada dans les communautés francophones qui sont un peu isolées. Au Canada, on allait les voir avec du contenu québécois, avec des artistes québécois et on en profitait pour aller dans les écoles pour aller faire justement les fameux ateliers de sensibilisation du Wapikoni qui sont absolument merveilleux et qui sont très, très importants. J'avais un peu des frissons là, quand tu disais votre mission, puis tu l'as très, très bien expliqué et c'est vraiment beau comment justement vous réinvestissez vos propres projets dans la boucle. Mais nous, on était très contents d'être partenaires avec Wapikoni, évidemment. C'est des préoccupations qu'on avait aussi. Et on avait des ateliers, on était vraiment plus axés sur la théorie, l'analyse et tout ça que la pratique. On savait déjà que l'Œil Cinéma faisait très, très bien ça. Moi, je les connais quand même depuis le FIFEM. J'ai travaillé avec eux au FIFEM, donc je connais très bien l'offre. Donc, nous, on s'est vraiment plus concentré sur l'aspect analyse. Là, notre atelier qui était vraiment le plus populaire, c'est un atelier d'analyse de court-métrage qu'on réalisait principalement au secondaire, qu'on offrait aussi aux élèves de 5e, 6e année, donc les 10 à 12 ans. Parce que les jeunes sont tellement, tellement éveillés aux images que je pense qu'on ne peut pas tellement être trop tôt pour aller leur expliquer un peu comment décoder les images, puis comment mieux les comprendre, puis avoir une certaine distance aussi, parce que les images sont très, très présentes. Donc ça, c'est l'atelier qu'on faisait le plus, qu'on faisait énormément dans le contexte d'un cours de français. D'ailleurs, j'imagine qu'on va en reparler un petit peu de tout ça. Puis Caroline, j'imagine que tu en as parlé beaucoup ce matin dans ta présentation, mais nous, c'était beaucoup, beaucoup les enseignants de français qui nous faisaient venir pour ça, parce que c'est vraiment des choses qu'on peut réinvestir en classe là, avec la littérature et tout, d'avoir des capacités d'analyse. On faisait également des ateliers critiques, vraiment plus des débats pour développer le sens critique. Puis une des choses que j'ai développé beaucoup, beaucoup, qui est devenue un peu notre créneau, là, notre marque de commerce, c'est les leçons de cinéma. Donc, c'est vraiment d'amener, avec le beau carnet d'adresses de Québec Cinéma, on allait dans les classes accompagner les enseignants qui font des projets de cinéma pour aller justement faire du mentorat ou des classes de maths très précises. Ce qui était très important chez Québec Cinéma, c'était toujours d'être un partenaire pour les enseignants et de faire des ateliers qui étaient quand même très personnalisés pour les enseignants selon les besoins qu'ils avaient. Donc ça, c'est quelque chose qu'on était très fiers d'avoir développé. Puis c'est quelque chose que je veux amener chez Plein Écran. Donc maintenant, comme directrice de programmation chez Plein Écran, en fait, je pense que ce qui est merveilleux, c'est que Plein Écran, c'est un organisme qui est très jeune. Je le présente rapidement pour ceux qui ne connaissent pas. Dans le fond, c'est le premier festival de cinéma sur Facebook. Donc déjà assez novateur. Cette idée-là est née il y a 6 ans. Donc on va avoir notre 6e édition en janvier bientôt. Donc de faire un festival en ligne sur Facebook pour aller rejoindre le plus de monde possible, dans le fond. Donc la mission de Plein Écran, c'est vraiment une mission de découvrabilité et de démocratisation du court-métrage. Donc, nous, c'est le format qu'on adore, qu'on a choisi. Le court-métrage, c'est sur ça qu'on se concentre. Et c'est tellement, tellement un bel outil pour aller à la rencontre de nouveaux publics et des jeunes, tout particulièrement. Donc, c'est certain que c'est quelque chose que je vais continuer de développer là, avec Plein Écran, d'aller à la rencontre des jeunes, de faire du mentorat, bien sûr, pour qu'ils continuent de pouvoir développer leurs projets. Mais il y a l'aspect humain puis l'aspect du cinéma comme un outil pour apprendre à connaître le monde, à se connaître soi. C'est vraiment, vraiment quelque chose qui m'intéresse plus que la formation en cinéma, de mon côté. Puis surtout que je sais qu'il y en a d'autres qui le font très bien. Je pense qu'on peut tous bien se compléter là-dessus. Donc moi, comme c'est outil vraiment... social. Exactement. C'est vraiment l'aspect qui m'intéresse le plus, de pouvoir, justement, ce que vous faites très bien, donner la parole. Là. Donc ça, je trouve ça très, très important. Fait qu'aller à la rencontre des jeunes avec des films, puis leur poser des questions sur comment ils ont reçu le film, c'est quoi leur réflexion par rapport à ce sujet-là. Tout ça, moi, c'est vraiment, vraiment ça qui m'intéresse le plus avec cet outil-là. Puis évidemment que le court-métrage est merveilleux parce que on y aborde beaucoup de sujets intéressants et des fois de façon un peu plus audacieuse que le long parce que ça coûte moins cher faire du court-métrage, qu'on peut se permettre plus de choses. Donc, pour nous, c'est vraiment un très, très bel outil pour faire ça. Et évidemment, le fait qu'on est en ligne, qu'on est un festival jeune qui essaye d'être à jour sur les réseaux sociaux, sur ce que les jeunes utilisent. Donc, on sait très bien que les jeunes ne sont pas sur Facebook, on est au courant. On est là, on sait. Mais on cherche d'autres plateformes où les rejoindre. On a même une section sur Instagram. Donc, vraiment, on essaie de trouver des façons d'aller rejoindre précisément ces publics-là pour leur faire aimer le cinéma québécois, bien sûr, mais aussi pour leur donner cet outil-là qui leur apprendra peut-être plein de choses sur eux-mêmes, sur le monde et tout. Oui,
et créer une communauté, un espace de discussion aussi sur le Oui. web qui, effectivement, est parfois investi en parallèle d'événements, mais vous, à plein écran, c'est 100% votre mandat. Puis Allô Paul, qui est un ou le fondateur de... Un des fondateurs. Oui. Puis Oui. qui avait mon poste avant, donc j'ai des gros souliers à remplir. Paul, je t'aime. Donc, merci beaucoup, Ariane, de cette présentation. Donc, le dernier, non le moindre, Olivier, je vous laisse, on va mettre à l'écran, donc peut-être avant, on va mettre le site Mediafilm à l'écran, puis par la suite, là, on avait promis le lien de l'organisme de Perrine, on va le mettre à l'écran aussi dans la section chat. Donc, Mediafilm, on vous écoute, Olivier. Bon, moi, je travaille pour Mediafilm depuis maintenant 20 ans. Je ne pensais jamais que j'atteindrais cet âge-là, mais bon, je suis le vétéran ici. Pour ceux qui ne connaissent pas Mediafilm, ça existe depuis maintenant plus de 60 ans. Et c'est une structure qui a pour vocation de faire la promotion du cinéma de qualité et de développer le sens critique des spectateurs. Et depuis maintenant un peu plus de 50 ans, il y a eu la cote de 1 à 7 qui a été mise en place. Un chef-d'œuvre, 7 films dits minables. Et donc ça, c'est le mandat principal de Mediafilm. Je dirais mandat de base. Moi, à Mediafilm, j'ai créé en 2009 Cinécole, qui part à la fois de mon amour du cinéma, parce qu'à la base, je suis un cinéphile, puis j'ai étudié à Paris 3, Sancier, là aussi, il y a très longtemps, et j'ai eu Michel Marie, qui était présent ici en virtuel, je l'ai eu comme prof, là aussi, il y a presque 40 ans maintenant, ça fait mal, mais bon. Et aussi, dans une autre vie, j'ai été prof. Donc, j'ai relié ces deux aspects. Et donc, Cinécole est née en 2009, la volonté de faire découvrir du cinéma de qualité à des jeunes de niveau secondaire. Parce que on sait très bien que les jeunes de niveau secondaire ne vont pas voir de cinéma québécois. Et donc, nous, on s'est axé là-dessus en disant... Il y a du bon cinéma québécois, il y en a du très mauvais aussi, mais il y en a du très bon. Et l'objectif, c'est de leur montrer ce cinéma-là. Et donc, j'ai mis en place tranquillement un programme qui, au début, c'était essentiellement de présenter le film à des jeunes. Et par la suite, on est venu à travailler aussi avec les enseignants. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a un certain nombre d'enseignants qui ne sont pas du tout cinéphiles, qui des fois veulent montrer des films mais ne savent pas quel film choisir. Ils ne savent pas comment en parler. Donc là, on revient sur les ateliers ou aider un enseignant à travailler avec un film. Et ce qu'on a mis en place, c'est qu'à Cinécole, moi, j'organise des projections de films qui sont gratuites pour les écoles. Donc, comme hier, j'étais au cinéma Beaubien, j'ai présenté Antigone à environ 80 jeunes d'une école secondaire à Montréal. Donc, ils ont possibilité de voir le film qu'ils ne seraient jamais allés voir par eux-mêmes au cinéma. Et on a développé aussi, pour chaque film, un certain nombre d'outils pédagogiques. Je vais récupérer des articles dans la presse. Des fois, il y a un cahier pédagogique qui a été fait par le distributeur, comme c'est le cas pour Antigone. Des fois, quand il n'y a rien, c'est nous qui créons des outils pédagogiques qu'on met sur notre site. Si vous voyez, c'est marqué Cinécole en haut. Si vous cliquez dessus, vous tombez sur la page Cinécole. Et donc, il y a des outils pédagogiques pour ces films-là. Car le but, pour nous, c'est pas... Moi, je l'ai toujours dit, Cinécole, c'est pas simplement de montrer un film pour montrer un film. T'as bien travaillé à l'école, on s'en va au cinéma vendredi après-midi, puis on va voir un film, puis on passe 3 heures à pas travailler. L'objectif, c'est de présenter un film qui va les faire réfléchir, qui va les amener à se poser des questions, et un film que les enseignants vont aussi pouvoir utiliser dans le cadre de leur pédagogie, au même titre qu'un livre ou qu'une pièce de théâtre. On envie tous la France qui a mis en place un programme beaucoup plus développé. Nous, tous les 4, là, on en rêve, parce que c'est ça. Et il y a l'objectif, c'est de se dire, un film, ça peut être un outil pédagogique tout aussi intéressant, tout aussi fort, différent d'un livre, mais avec du matériel. Si on prend, je reviens toujours à Antigone, parce que c'est le film fabuleux pour les écoles. C'est à la fois un film qui est de qualité, et c'est un film qui donc qualité au niveau de la cinématographie, mais avec énormément de thèmes que les enseignants peuvent utiliser. Donc à Cinécole, on fait un petit peu tout ça, présentation des films, on fait aussi des ateliers sur la critique, parce que nous, notre travail, c'est d'être capable de dire ça c'est un bon film, ça c'est un moins bon film pour telle et telle raison.
Et donc, ensuite, de permettre aux écoles de dire, moi, des écoles qui m'appellent en me disant, j'aimerais présenter tel film, est-ce que c'est possible? Des fois, je dis oui, des fois, je dis non. Si le film n'est pas dans nos critères qualitatifs, on dit non. Même s'il y a de bons aspects pédagogiques, on essaye toujours de trouver le film qui est à la fois de qualité cinématographique, pertinent pour un enseignant et aussi qui va rejoindre un jeune, parce que l'objectif, c'est aussi d'amener les jeunes au cinéma, de les ramener éventuellement pour certains au cinéma, puis de leur faire découvrir autre chose que Fast and Furious 125. Donc, il remplit ces 3 mandats-là. On va d'ailleurs en parler justement des différents mandats pédagogiques que peuvent avoir vos organismes. Peut-être qu'on pourrait mettre juste à l'écran le lien de Perrine, juste être sûr qu'on l'a sur l'enregistrement. Je l'ai vu sortir tout à l'heure. Donc, voilà, il y a un lien ici. Donc, les gens qui vont regarder... super, parfait. Donc, parlez-moi un peu comment aborder la médiation, l'éducation cinématographique d'un point de vue pédagogique. Donc, on a parlé un peu de la distinction pratique et théorie, donc apprendre à avoir un esprit critique, un esprit ou une envie de comprendre les théories, le langage du cinéma, mais aussi pour pouvoir en faire, en produire. On parlait tout à l'heure des jeunes et des médias sociaux. On a plus que jamais des jeunes qui se mettent en image eux-mêmes aussi. Donc, que permet justement le cinéma pour le développement d'une certaine culture participative chez nos jeunes? Donc, j'ai lancé tout plein de mots. Je ne suis pas une spécialiste de la pédagogie à l'image, mais j'aimerais vous entendre sur ces questions. Je suis peut-être une bonne personne pour poser des questions parce que vous allez m'en apprendre beaucoup. Donc, je vous laisse. Peut-être, on peut vous me faites des yeux. Je sens que vous êtes prête à répondre. Je vais bien laisser ma place s'il y en a d'autres qui veulent se lancer. Mais Tout le monde aura son tour. Pour cette question, on commencera par vous, puis on changera l'ordre par la Super. suite. Alors nous, effectivement, tu as quand même bien résumé la manière dont on aborde ces ateliers avec les élèves. On est beaucoup sur l'articulation du voir et du faire. Pour nous, c'est très important de voir des films avant de se lancer soi-même dans une expérimentation cinématographique. Je dirais qu'un des aspects auxquels nous, on est très attachés, c'est vraiment le langage du cinéma. Alors, on aborde souvent le terme éducation à l'image, puis c'est intéressant de réfléchir à l'image en mouvement, comment elle est faite, qu'est-ce qu'elle dit. Je dirais que nous, on est vraiment sur le langage cinématographique, donc on se concentre un peu sur cette discipline artistique qu'est le cinéma. Et puis, on essaye de travailler avec les jeunes, justement, la compréhension de ce langage-là. Et puis, de leur apprendre aussi ce que c'est que faire un choix artistique. C'est-à-dire quand on est derrière la caméra ou quand on fait le décor ou quand on fait tous les rôles que ça prend pour faire un film. Il y a la notion de faire un choix artistique, donc déterminer. Si on fait ça de cette manière-là, ça va donner quelque chose. Si on fait ça d'une autre manière, ça va donner autre chose. Il y a un atelier qui est assez intéressant que Martine a monté cette année puis qu'elle a expérimenté avec 2 classes. Elle a tourné une scène de différents plans différents, donc avec différents angles, mais c'est la même scène. Et ensuite, les jeunes doivent monter. Ils ont tous le même corpus d'images, puis ils doivent monter la même scène finalement. Puis évidemment, on se rend compte qu'il n'y a pas une manière de présenter une scène, il y en a autant qu'il y a d'élèves. Donc nous, on est beaucoup sur cette dimension-là pédagogique d'apprendre aux enfants à faire des choix artistiques. On est beaucoup dans ce qu'Alain Bergala disait dimanche, la pédagogie de la création. Donc on veut que les jeunes qui participent puissent se frotter à cette expérience de création. Puis évidemment, l'idée, c'est de leur donner la piqûre et qu'ils aient envie ensuite d'aller plus loin. Donc voilà, ça, ce serait notre approche à nous. Olivier ? En fait, nous, à Mediafilm, contrairement à beaucoup d'organismes, nous, on n'est pas du tout axé sur la pratique, sur la technique, parce que ce n'est pas notre domaine. Nous, on intervient une fois que le film est fini, on l'analyse, puis on dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est raté. Donc, on n'est pas du tout dans la pratique. On est beaucoup plus dans à la fois l'analyse du film, alors toujours évidemment éducation à l'image, savoir un petit peu comprendre pourquoi pourquoi tel réalisateur a choisi ce plan-là ou tel autre, et aussi le sens critique. C'est-à-dire que ça, c'est notre mandat, c'est de dire aux jeunes, OK, vous avez vu un film, mais est-ce que vous êtes capable, après, indépendamment de votre goût personnel, est-ce que vous êtes capable de porter un jugement sur le film et de le structurer, ce jugement? Parce que moi, pour avoir fait des ateliers sur la critique, souvent, le jugement, ça se limite à « j'ai aimé, donc c'est bon ». J'ai pas aimé le film, donc c'est pas bon.
notre objectif, c'est de dire, OK, t'as pas aimé, mais pourquoi t'as pas aimé? Et est-ce que, même si t'as pas aimé, est-ce qu'il y a des qualités dans ce film? Et donc, c'est de les amener à réfléchir sur ce qu'ils ont vu et puis d'ouvrir leurs horizons. C'est le mandat. Leur pensée un peu. Pardon? Structurer leur pensée qui pourront appliquer pour C'est d'autres domaines aussi. Comme moi je leur dis, l'esprit critique, quand je donnais l'atelier sur la critique, c'est pas uniquement de la critique d'un film. L'esprit critique, c'est pour tout. Voilà. Si vous regardez une pièce de théâtre, vous allez avoir les mêmes types de raisonnements. Si vous lisez un livre, ça va être pareil. Puis l'esprit critique, c'est valable pour tout. Donc, c'est d'aller au-delà du simple fait j'ai aimé, j'ai pas aimé. Mais on part, nous, du cinéma, parce que c'est ça qui nous fait avancer dans la vie. Voilà, merci. Ben moi, je peux rebondir. Oui. Je pense que c'est un aspect... Nous aussi, on est plus axés sur la théorie, même si on fait de l'accompagnement, parce qu'il y a vraiment cette volonté-là de rencontre. Je pense que ma conception de l'éducation à l'image, je me rends compte en y réfléchissant, est vraiment axée sur l'humain. Donc, c'est vraiment de faire des rencontres privilégiées. T'sais, même le mentorat, je le vois aussi comme présenter des modèles positifs aux jeunes, peut-être plus que comme... leur faire un film incroyable. J'ai vraiment ce désir-là de plus aller à la rencontre des jeunes et de leur permettre d'avoir une parole et de s'exprimer. Donc, bien évidemment qu'on veut développer leur esprit critique et tout ça, mais j'ai l'impression qu'en fait, ils l'ont déjà. Moi, je veux pas qu'on sous-estime les jeunes. Des fois, je trouve que dans les discours d'éducation à l'image, on les sous-estime, on les maternalise ou paternalise un petit peu trop. Je pense que les jeunes ont tellement déjà un esprit critique développé, mais ils n'ont peut-être pas les outils pour l'exprimer. Donc, c'est plus là, je pense, qu'on arrive en jeu. Puis, les outils, le cinéma, comme tu dis, Olivier, est tellement un bel outil pour travailler avec eux parce que, premièrement, ils ont quand même... Ça reste divertissant. Hein? Nous, dans la mission de plein écran, on parle d'éducation, on parle de sensibilisation, mais on parle de divertissement aussi parce que ça reste que le cinéma divertit. Puis c'est pour ça que ça fonctionne aussi bien comme outil avec les jeunes parce qu'ils en consomment. Peut-être pas celui qu'on leur montre, mais ils en consomment. Et ça permet vraiment de les ouvrir et d'avoir un petit peu moins l'impression de travailler, je pense, de leur côté. Donc, c'est pour ça que c'est un bel outil. Mais ce que j'aime vraiment le plus, vraiment, c'est justement de se servir de cet outil-là pour aller leur faire mettre en mots ce qu'ils ressentent déjà, les aider à construire justement leur regard, tout ça, et bien sûr que leur rendre accessible un contenu auquel ils auraient peut-être pas accès. L'accessibilité, c'est vraiment au cœur de la mission de plein écran. C'est pour ça qu'on est sur les réseaux sociaux et tout ça, définitivement. Mais c'est ça, je pense vraiment que comme, dans ma conception, l'éducation à l'image, j'aime profondément les jeunes, moi. Vraiment, c'est pour ça que je suis là. Et j'ai envie d'aller à leur rencontre, puis j'ai envie de savoir ils sont qui, puis je pense que par le cinéma, ça peut se passer, ça. Fait que c'est un peu comme ça que je le vois. C'est un peu hippie, là, peut-être, désolée, mais c'est vraiment comme ça que je le vois. Je pense que... Puis, tu sais, on a vraiment un grand souci de diversité, de représentation. Moi, aller dans les classes à Montréal avec juste des films où on voit que des enfants blancs et tout ça, à un moment donné, j'ai un malaise parce que je me dis, mais ils se reconnaissent pas, les élèves de la classe, dans ce que je leur montre. C'est problématique. C'est pour ça que j'ai autant d'admiration pour ce que Wapikoni fait, puis pourquoi c'est vraiment une vraie préoccupation chez Plein Écran d'avoir plus de diversité, plus de représentativité dans ce qu'on montre puis dans ce qu'on rend accessible, parce que c'est une des choses importantes. Si tu veux utiliser un outil pour aller vers quelqu'un, idéalement, il faut qu'il se reconnaisse ou qu'il s'y voit un petit peu. Sinon, c'est sûr qu'il y a peut-être un blocage à ce niveau-là. Fait que ça, c'est aussi un travail qu'on fait qui est très, très, très important pour moi. Puis, vous soulevez un point qui est important, je pense, cette dimension donc collectif versus individu. Tu sais, on parlait au prix collégial du cinéma du Québec de cette idée-là aussi du collectif, de créer ce rapport collectif à une culture. Mais il y a aussi, comme vous le soulignez, ce rapport à l'individu qui est concrètement peut-être la forme de l'expérience qui va être encore peut-être plus importante pour le ou la jeune que le fond et le contenu. Tant mieux si on vise double. Exact. On vise toujours double, je pense. Ouais. Très intéressant. Puis pour moi, tu sais, parce que ça fait plusieurs années que je fais du développement de public, puis j'ai l'impression que des fois, on me dit « Ah, mais tu sais, comme là, tu fais trop d'éducation à l'image ou tu essaies trop d'aller vers l'humain, puis reconcentre-toi sur le cinéma. » Mais je suis comme... Le cinéma va pas intéresser les jeunes si je vais pas vers l'humain. Puis si je fais pas d'éducation, si je donne pas justement le langage, est super important aussi pour nous, parce que si je donne pas les bons outils, si je développe pas le langage avec les jeunes, mais comment il peut se mettre à aimer ça, le film que j'y propose, qu'il n'a jamais été confronté à ce genre de cinéma-là. Fait que si je fais juste lui montrer ça, que je lui donne pas les outils pour le comprendre, que j'essaie pas justement de mettre les bons mots sur le langage, ben, il va pas tout d'un coup se mettre à aimer le cinéma québécois. Là. C'est pas une switch
qu'on allume comme ça. Il faut leur donner... Ben, c'est ça. Si c'était ça, ce serait réglé depuis un bout. Il faut vraiment leur donner les outils puis les moyens pour le comprendre. Fait que ça, je pense que ça passe par aller voir aussi ce qui les intéresse eux. Puis ça, tu le disais bien, Olivier, on va pas leur montrer un film qu'on sait qui va être super ardu pour eux, peut-être éventuellement, mais on commence, on choisit bien. L'objectif, c'est de choisir, comme on dit toujours, le bon film pour le bon public. C'est ça, oui, exactement. C'est d'intéresser les jeunes au cinéma et donc de se dire... Moi, je me vois comme un semeur de graines de culture cinématographique parce que je les sème dans la tête des élèves. Puis comme ça fait plus de 10 ans que je le fais, il y en a qui reviennent année après année parce qu'il y a des profs qui reviennent année après année. Et je fais, j'ai envie de dire, modestement ce même travail au niveau des enseignants parce que je me dis que au départ ils savaient pas oui ok il y a un film j'en vois à la télé mais je sais pas comment l'utiliser, puis là ils ont possibilité avec Cinécole d'avoir accès à des films de qualité, à du matériel pédagogique, puis ils savent qu'à côté il y a des ateliers ailleurs parce que on est tous dans la même on travaille tous pour des organismes différents, avec des mandats différents, mais en bout de ligne, on se rejoint tous sur le développement du public à partir d'un cinéma de qualité. C'est vrai, puis c'est pour ça aussi que je veux remercier encore Caroline, parce que je trouve qu'on ne se parle pas assez souvent, beaux gens. Parce que c'est vrai qu'on est complémentaires, puis moi, je le vois tellement pas comme une compétition, ce qu'on fait. Puis je pense qu'on devrait se parler plus souvent. Je lance l'invitation. Le meilleur exemple, Ariane, c'est qu'on a travaillé ensemble. On a travaillé ensemble on a beaucoup, fait des projections. Quand elle était au rendez-vous, on a travaillé ensemble pour organiser des présentations. Ah, super. Donc, deux organismes différents, mais même but. Ah, c'est ça, comme nos missions sont similaires, pourquoi pas travailler ensemble? C'est tout à fait logique, puis se compléter, parce qu'on sait qu'il n'y aura jamais... Je veux dire, on va pas venir à bout d'élèves à rencontrer, là. Ça va. Il y en a. Et ça se renouvelle à chaque année. C'est ça. Il y a beaucoup de jeunes, là, ça va. Parfait. Perrine, je me tourne vers vous. Donc, voulez-vous que je répète la question ou on continue la discussion? Parfait, je vous écoute. Non, mais c'est parfait, merci beaucoup, parce que j'allais rebondir. Enfin, voilà, c'est exactement... c'est ce que viennent de dire à la fois Olivier, à la fois Ariane. C'est exactement ça, c'est-à-dire que pour École et Cinéma, c'est le même but. Il parle de former l'enfant spectateur par la découverte active de l'art cinématographique en faisant découvrir en salle de cinéma des films de qualité à de jeunes spectateurs, de la grande section de maternelle à la fin du cycle élémentaire et à leurs enseignants. Et c'est là que c'est important aussi, et Olivier l'a souligné, effectivement, l'idée, c'est aussi, mine de rien, de transmettre aussi aux enseignants, qui sont les personnes clés de l'éducation, une certaine cinéphilie, une certaine volonté de montrer autre chose que ce qu'ils voient eux aussi, les enseignants. Voilà, les amener à se dire qu'on peut exploiter des films qui sont pas du tout dans le programme, qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils font, mais qui vont donner matière à travailler des émotions en classe, pourquoi pas faire des mathématiques, enfin voilà, dans une pédagogie où on se dit que voilà, l'idée c'est de les amener à travailler sur des films qu'ils n'auraient pas choisis, mais qui leur sont imposés quelque part. Quand ils s'inscrivent, c'est volontaire, certes, mais ensuite ils vont voir, c'est pas eux qui choisissent les films, c'est les coordinateurs. Donc, et c'est dans un catalogue restreint. Il y a une centaine de films, certes, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même peu sans film. Donc, voilà, ils sont obligés, quelque part, de se forcer à découvrir, à faire un pas de côté par rapport à ce qu'ils font d'habitude dans leur programme, les enseignants, pour emmener les élèves. Les élèves, ils sortent de l'école, ils vont au cinéma. Rien que ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, et surtout après ce qu'on a vécu, n'est-ce pas, avec la pandémie, les confinements, etc. Voilà, aller au cinéma avec sa classe, voir un film qui est tout à fait extraordinaire dans tous les sens du terme et qui dérange parce qu'il y a des films d'Ozu qui sont en noir et blanc, muets, sans accompagnement musical. Voilà, des films complètement... et ça, on le montre aux tout petits parce que les petits, ils sont beaucoup plus ouverts. Au collège, c'est plus compliqué, mais voilà. Ça. Plus petits, c'est intéressant ce que vous soulevez. Donc, plus petits, ils sont plus ouverts, ils sont moins... Ah ouais, c'est clair. Ah ouais.
Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis mais très, très c'est- d'accord là, pour avoir fait le Festival du film pour enfants de Montréal. Définitivement, au début, c'est tout simplement de la curiosité. Donc, il y a des images qui bougent, il y a des couleurs, c'est fascinant, puis il n'y a pas de jugement du tout. Puis, à un moment donné, moi, j'ai remarqué, c'est vers la 6e année, vers les 11 ans, là, que il y a vraiment une préoccupation du regard des autres qui devient vraiment plus présente. Donc, on performe un peu comment on devrait réagir au film à ce moment-là. Puis là, c'est là que ça devient plus compliqué un petit peu pour présenter du contenu aux jeunes. Très intéressant. Très intéressant. Avez-vous quelque chose, un autre point à développer, Perrine, ou je passe la parole? On peut passer Parfait. la parole. On va revenir vers vous dans très peu. Marie-Claude, sur cette question, je vous écoute. Ben, tantôt, je pense que c'est toi qui as dit outil social. Oui. Puis j'ai beaucoup aimé parce qu'on dit, nous, qu'on croit au cinéma comme un outil de transformation sociale. Il faut comprendre que le Wapikoni, à la base, a été initié dans le but d'aider à la diminution du suicide et de la consommation d'alcool parce que Manon Barbeau, quand elle collaborait avec des jeunes Atikamekw, elle se rendait compte de tout le potentiel créatif de ces jeunes-là et méconnu aussi par la population québécoise. Donc, c'était dans une approche de transformation sociale que le Wapikoni est né. Quand on va sur le terrain, Wapikoni a développé la méthodologie « apprendre en créant ». Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans les cultures autochtones, la transmission des savoirs se fait de manière orale et non pas de manière magistrale devant un professeur. C'est comme ça depuis des millénaires. On n'a rien inventé au Wapikoni. Je pense qu'on arrive à de plus en plus adapter nos pratiques en fonction des cultures autochtones et de la résurgence des cultures autochtones. Récemment, on demande à nos cinéastes mentors, qui majoritairement sont allochtones, il y a de plus en plus d'Autochtones, même des gens qui ont commencé avec Wapikoni, puis qui deviennent des cinéastes mentors, on est vraiment comme... Vraiment, voilà. C'est une fierté. On est content parce que justement, ça inspire les personnes à s'intéresser aussi au cinéma, puis ils voient le potentiel. Mais de plus en plus, là maintenant, on demande de lire le guide chemin cinématographique, protocole cinématographique, qui a été mis sur pied, qui a été écrit par Indigenous Screen Office, l'écran autochtone canadien, et qui parle de tout comment on approche les cultures autochtones, comment on collabore avec les communautés autochtones, qui rappelle comment le travail en communauté est important, d'amener toute la notion de respect. On est vraiment comme Wapikoni, on crée des ponts entre les nations, on essaie de créer des ponts entre les nations autochtones, mais aussi entre la nation québécoise, la nation canadienne plus largement, et les communautés autochtones. Et donc, on est vraiment... Nous, contrairement dans l'analyse, excusez, je fais du coq à l'âne, j'ai l'impression, mais au lieu d'être dans l'analyse comme vous, on est plus comme cinéma parallèle où on est dans la pratique. On est dans la pratique de toucher, de regarder, c'est vraiment, on évite le cours magistral. Puis dans notre méthodologie, on a quelques petites activités aussi qui peuvent permettre, pour ceux qui sont vraiment plus intéressés, d'aller plus loin aussi déjà sur le terrain. Il faut comprendre aussi qu'il y a plein de participants, de talents émergents du Wapikoni qui veulent faire des films. Ils ont le goût de s'intéresser au cinéma, mais il y en a d'autres qui le voient comme un outil de dialogue. Ils ont le goût de raconter une histoire. Une fois que leur film est terminé, ils sont très contents que le film circule, ou des fois, ils vont nous demander est-ce que le film ne circule pas, et on va le respecter aussi parce qu'on croit qu'on a le droit d'explorer l'art cinématographique, de créer une œuvre, puis après de dire je ne veux pas que ça sorte. Sans le diffuser. On ne diffusera pas l'œuvre. De plus en plus, on veut vraiment impliquer justement les talents, les créateurs, les artistes du Wapikoni dans la diffusion de leurs films pour voir s'ils souhaitent que ce soit des outils de sensibilisation, des outils de dialogue, ou c'est ça, que l'œuvre dorme. Et c'est correct, c'est tout à fait correct. Je pense qu'il y a plusieurs cinéastes qui ont des œuvres qui préfèrent ne pas montrer parce que c'était des expériences, puis on aime mieux que ça dorme dans notre ordinateur. Donc, c'est ça. T'sais. Puis l'autre chose aussi, ce qui est intéressant, c'est on apprend, je pense qu'on essaie de rester l'esprit ouvert sur ce qu'on apprend sur le terrain. Par exemple, dans les escales en Amérique latine, on s'est rendu compte, on apprend que là-bas, ils vont faire plus du travail collaboratif. Donc, les films sont faits de manière collaborative. Ici, au Québec, quand on a développé Wapikoni, c'est sûr, vous savez, le cinéma, c'est un art collaboratif. C'est une équipe, mais c'est une équipe quand même assez hiérarchique. Alors qu'en Amérique latine, ce qu'ils font, c'est plus collaboratif. À titre d'exemple,
Il me semble que c'est chez les Mapuche au Chili, avec qui on collabore beaucoup. À chaque année, ils vont mettre dans les crédits toutes les personnes qui ont travaillé sur les autres escales d'avant parce qu'ils reconnaissent la valeur des ancêtres. Ils reconnaissent que les gens qui ont fait les autres escales avant ont un impact sur l'escale présente. Mais ça, c'est des valeurs qui nous viennent des communautés autochtones et qu'on essaie aussi d'adapter nos pratiques de plus en plus parce que nous, on est une équipe mixte, autochtone et allochtone. Et donc, il faut garder l'esprit ouvert, surtout que les communautés autochtones ne sont pas un bloc monolithique non plus. Hein. Il y a une variété des cultures ici au Québec, mais partout au Canada et à travers le monde. Puis, on a tout intérêt à apprendre. Et après, bien, comment on se positionne dans nos ateliers de sensibilisation? C'est d'essayer d'ouvrir les regards aussi. Puis, on a un guide pédagogique qui parle de la variété des cultures autochtones au Canada. On est sur le point, on va le déployer éventuellement dans les écoles primaires, secondaires du Québec et du Canada, mais aussi dans les communautés autochtones. Ça, c'est vraiment important de se rappeler qu'ils existent, ces gens-là. Souvent, quand on parle du monde éducationnel, on pense souvent aux écoles québécoises. Mais il faut adapter nos pratiques aussi en fonction des écoles autochtones, des élèves autochtones qui ont une autre manière de voir le monde, ont une autre culture, ont un autre point de vue. Puis ça, c'est un peu le message que je vous lance, t'sais. Quand vous pensez à des activités, incluez des Autochtones aussi pour comment adapter ces pratiques-là en milieu autochtone. Parce que sinon, ça donne l'impression que ça ne fonctionne pas. Ah, ça ne marche pas chez les Autochtones. Ben non, parce que c'est comme on se positionne bien au Québec de dire on ne veut pas ce que le Canada anglais nous impose, puis on l'adapte à notre manière, mais je pense qu'il faut qu'on ait toujours cette même ouverture d'esprit-là en fonction de la variété des nations qu'on a sur notre territoire aussi, en fait. Parce que vous avez ce double mandat-là hein, de diffusion, donc à la fois en ligne pour comme vous le soulignez, les artistes qui sont prêts à partager leurs œuvres, mais aussi, on voyait dans votre vidéo que vous allez diffuser ces films-là dans les communautés aussi. Ah oui, toujours. Donc ça aussi, c'est donc un double mandat de diffusion. La base, quand on fait un film dans la communauté, quand on part pour faire une escale de Wapikoni, ça dure 1 mois, c'est 4 semaines. C'est recrutement, donc qui a le goût de faire un film. Ensuite, petit atelier pour montrer comment ça fonctionne, création du court-métrage. Et à la fin, chaque escale se termine avec la projection de tous les films. C'est quand même un mois intense. On en fait en moyenne 4 ou 5 par escale. C'est des équipes. Avant, c'était 3 personnes, 2 cinéastes mentors, un intervenant social qui est un facilitateur aussi, un coordonnateur local et de plus en plus, on a des assistants cinéastes mentors qui viennent de la communauté. Donc, le coordonnateur local et le cinéaste mentor, ils viennent toujours de la communauté. Donc, c'est un gros mandat. Là. C'est pas la petite affaire. Là. Partir en escale, on vient, on est fatigué. Là. Je parle d'expérience. J'ai une petite question pour toi. Oui. Les jeunes, vous les recrutez à l'école ou vous les recrutez hors temps scolaire à travers... Ça dépend des escales. On est surtout actifs à partir du mois de mai jusqu'au mois d'octobre parce qu'on est dans des roulottes. Okay. Il fait froid à partir du mois d'octobre. On va souvent dans les communautés qui sont plus éloignées au nord. Donc, après le mois d'octobre, c'est plus difficile. Moi, ironiquement, je n'ai jamais fait d'escale dans une roulotte. Ça a toujours à donner que je suis allée dans des endroits où c'était impossible d'amener soit la roulotte ou c'était l'hiver. Donc, on s'installe dans ce cas-là dans un local qui nous est prêté par la communauté. Mais quand il y a de l'école, oui, on collabore avec l'école. Puis souvent, c'est plus facile parce qu'on a un bassin de jeunes. On peut aller faire des présentations, justement, montrer des films du Wapikoni, faire des activités de scénarisation, à même les écoles. Les maisons des jeunes aussi, je pense, qui participent. Mais la communauté, autant que possible, est impliquée. Hein. C'est vraiment, on essaie de répondre à un besoin des communautés et non pas d'imposer la venue du Wapikoni. C'est le but, en fait. Mais on aime bien collaborer avec les écoles aussi. C'est important. Merci beaucoup. Écoutez, je vais me tourner vers l'organisatrice. Donc, il était 37. Je juxtaposerai les deux dernières questions hein, qu'on m'a proposées ensemble parce qu'on veut vous entendre. On veut vous entendre aussi, cher public, si vous avez des questions. Donc, mes deux prochaines questions, donc je poserai ma question en 2 volets pour répondre à ces 2 sujets. Donc, quel rôle jouent les organismes dans la société, le système d'éducation? Donc, on l'a
aborder un peu avec vous, Marie-Claude. Donc, c'est un peu prendre ce pas de recul-là, puis voir, en fait, comment est-ce que votre organisme participe justement à la société dans laquelle il s'inscrit, quel rôle a-t-il? Et aussi, finalement, comment est-ce qu'on pourrait accroître la collaboration entre les organismes et les écoles primaires et secondaires, les cégeps et les universités, mais aussi les écoles dans les communautés aussi. Donc, je vous regarde. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole en premier? Ben moi, je peux peut-être conclure, parce que je me semble que j'ai pas mal répondu. Vous avez abordé, il y a peut-être quelque chose de c'est ça. Je pense que Wapikoni, la manière que Wapikoni se positionne dans la société, c'est de créer des ponts. On travaille, notre mission, c'est pas de donner la voix aux jeunes des Premières Nations Inuit et Métis. On amplifie la voix. Ils ont déjà une voix, donc le cinéma est un outil et la musique est un outil pour permettre l'amplification des voix et le rayonnement des cultures autochtones. Ça, pour nous, c'est des fois, on pense... On est méticuleux sur les mots, mais je pense que c'est important. Et on collabore à la résurgence des cultures des Premières Nations. Et on crée des ponts de différentes manières, autant entre les nations, mais aussi avec les universités, avec les collèges. Il y a le cégep Kiuna, qui est le seul cégep autochtone sur le territoire québécois, qui a un programme de cinéma maintenant, arts, lettres et communication, avec lesquels on est partenaire. Donc, le programme existe depuis 2020. C'est tout à fait nouveau, en fait. On collabore aussi avec Concordia, avec l'UQAM, qui font des fois des formations de 1 semaine. Puis là, ils nous invitent à inviter des talents du Wapikoni qui ont le goût de participer. Et on a parfois, ça arrive qu'il y a des participants du Wapikoni qui poursuivent leurs études aussi dans des programmes, les programmes réguliers de Concordia ou de l'UQAM. Donc, c'est aussi là-dessus, c'est à ce niveau-là aussi qu'on fait des ponts. C'est pas seulement des ponts culturels, mais c'est des ponts aussi avec les différentes organisations. Et on travaille aussi avec les organisations à l'extérieur du Québec aussi. Merci. Je peux embarquer. Nous, notre rôle principal, je pense que c'est d'aider, de soutenir les enseignants, ces fameux illuminés dont on a parlé pendant les 3 jours, qui, malgré le fait que le cinéma ne soit pas une discipline inscrite dans le cursus scolaire de base, ont envie d'enseigner le cinéma ou d'utiliser le cinéma dans leur enseignement. Donc, nous, on se positionne vraiment comme, je dirais, la partie soutien artistique, technique, pour que ces anciens enseignants-là puissent mener ces activités-là. Donc, on a vraiment ce rôle-là. Je vais laisser les autres embarquer, puis je réembarquerai après, que ce soit un peu plus dynamique. Mais je pense qu'on partage définitivement ce rôle-là aussi. En fait, c'est quelque chose qu'on veut développer chez Plein Écran parce que c'est embryonnaire encore, mais définitivement, c'est quelque chose qu'on veut développer, d'être en soutien aux enseignants qui ont très clairement un intérêt. Puis de toute façon, on devrait le développer pour ceux qui n'en ont pas parce qu'on est convaincus que le cinéma, c'est un très, très bel outil. Puis je pense qu'au niveau de la société, on l'a dit, vraiment une mission de rayonnement du court-métrage, puis très portée sur aussi... l'idée d'être en ligne, c'est qu'il n'y a pas de frontières physiques. Là, donc, l'idée de vraiment pouvoir aussi amener le cinéma plus en région. Le court-métrage est connu plus dans des fers de cinéphiles ou dans des festivals pointus, comme évidemment qu'au Saguenay, ils sont très, très bien servis avec Regard, évidemment, mais il y a d'autres régions, je pense, où c'est un format qui est moins connu. Donc, au niveau de la société, ce serait plutôt vraiment ça, au niveau de rendre accessible, de faire découvrir ces contenus-là, mais vraiment pour ce qui est de l'éducation à l'image, c'est un soutien aux enseignants, puis un soutien le plus personnalisé possible. Là, ce qu'on veut vraiment, c'est de pouvoir aller les aider dans ce qu'ils ont besoin, puis d'aller à la rencontre des jeunes. Moi, c'est vraiment ça que je vois aussi. Puis, tu sais, on le fait par les écoles parce que c'est la meilleure façon. Je mets des guillemets parce que comment on pourrait améliorer la collaboration? Du financement et plus facile d'avoir des contacts. Là. C'est très difficile, je ne sais pas vous comment vous gérez ça, mais c'est difficile d'entrer en contact avec les écoles. C'est un milieu fermé, le milieu de l'éducation. Ce qu'il y a, c'est que ça prend beaucoup de temps à se construire. Moi, ça fait plus de 10 ans que je le fais, donc ça fait 10 ans que j'accumule des courriels, que j'accumule des noms, que je retrouve des profs, comme je vois là dans la salle, qui est passé d'une école à l'autre, mais qui continue à me suivre. Donc, c'est quelqu'un qui a d'abord travaillé à Jeanne-Mance, puis après, maintenant, il travaille dans une autre école. Donc, il transporte à la fois le programme que moi j'ai. Donc, petit à petit, c'est vrai que si on veut rejoindre les jeunes, à notre niveau, il faut passer par les enseignants. Parce qu'on ne peut pas, un ado, on ne va pas aller le chercher un par un. On va le chercher par groupe de 30 avec une classe. Puis, au mieux, éventuellement avec un prof, parce qu'il a 3 ou 4 classes, donc on en a une centaine, ou un prof très motivé qui va chercher tout le niveau de l'école. Ou toute l'école.
Oui. Mais il y a, par exemple, des fois, on voit justement des promos pour des programmes pédagogiques. Demande à ton école. Les étudiants ne peuvent pas demander ou soumettre le nom de leur école à votre programme? Non, les élèves n'ont pas. C'est vraiment par les Non. enseignants qu'on C'est vraiment passe. par les Puis enseignants. de toute façon, OK. je veux dire, techniquement, c'est pas tout à fait légal de faire de la promo envers les élèves. Là. Je veux dire, on se garde une petite gêne là-dessus. Mais aussi, c'est qu'on n'a pas. Nous, c'est ce qu'on essaie de développer chez Plein Écran, là, d'aller les rejoindre eux, mais c'est très difficile d'aller rejoindre directement les jeunes. Oui, puis après, il y a un problème bassement technique et financier, parce que pour organiser une séance dans un cinéma, on ne peut pas organiser une séance pour 15 personnes, parce que ça reviendrait à 10 fois trop cher. Autant payer directement la place et dire au groupe, je te paye la place, ça va coûter $10 par place, 15 élèves, ça me coûte $150. Pour organiser des projections, pour faire le travail qu'on fait, il nous faut un minimum de volume. C'est pour ça qu'en passant par les écoles, un prof va arriver avec minimum une classe. Puis s'il arrive avec une classe, ce n'est pas assez. On ne monte pas une séance pour 30 personnes. Parce que la location d'une salle, ça coûte cher. Puis je pense qu'aussi, on l'a dit, mais on veut accompagner les enseignants, puis on veut que ce soit réinvesti ce qu'on montre. Oui. Donc, c'est pour ça que les écoles est la bonne façon aussi. Puis il y a un aspect qu'on n'a pas abordé, c'est que moi, dans le cadre de mon travail, c'est qu'on paye les droits. On paye la salle de cinéma, on paye les droits du film. Ariane, quand tu présentes des courts-métrages, les droits ont été payés. Donc, il y a un investissement financier qui fait qu'on a un cahier de charges et que si on paye des droits pour un court-métrage, on ne va pas présenter le court-métrage une fois à 10 personnes parce que financièrement, ça n'a aucun sens. Donc, on paye, et ça c'est important pour nous, on paye la salle de cinéma, on paye soit la location, soit on paye le cinéma au nombre de places, où on a payé les droits d'un film. Quand on fait du visionnement en ligne, on a acheté les droits du film. Donc, ça implique effectivement un certain montant d'argent, et en bout de ligne, tous, on manque d'argent. C'est plate, mais... moi, quand arrive le mois au mois d'août, quand je monte ma programmation, première question que je pose à mon boss, c'est combien j'ai d'argent. Et en fonction de ça, je sais combien je peux faire de place. Puis là, je refuse maintenant. Déjà, je suis plein. Il y a juste un aspect social aussi que je voudrais revenir. On travaille ponctuellement avec des adultes. Et là, le cinéma permet une autre porte d'entrée, c'est la découverte de la société québécoise, notamment avec les nouveaux émigrants, où là, on ne parle plus du cinéma comme outil pédagogique, apprendre à lire une image. Là, c'est faire découvrir la société québécoise à des nouveaux immigrants. Donc là, on a un autre apport. Là, on est beaucoup plus dans le social que dans le, j'ai envie de dire, le culturel ou dans le cinématographique. Mais c'est aussi passionnant parce que là, c'est un moyen de faire découvrir la société québécoise à des gens qui arrivent. Leur faire découvrir, mais aussi de les entendre, eux, sur... C'est ça qui est super intéressant. Nous aussi, on le fait beaucoup. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve assez merveilleux comme outil, d'aller à la rencontre... Parce que, je veux dire, moi, je suis convaincue que l'éducation, ça, c'est pas pour les jeunes nécessairement. Là. Des fois, j'ai l'impression qu'on fait cette association-là. Quand on dit éducation, bon, on pense, c'est pour les enfants, c'est pour les jeunes. Mais comme, éduquons-nous jusqu'à la mort, s'il vous plaît. Je pense que comme on a toujours besoin d'être éduqué, peu importe l'âge qu'on a. Fait que j'adhère vraiment beaucoup à ce qu'Olivier dit, vraiment pour aller à la rencontre de tous les publics. C'est un outil magnifique, puis qui nous permettra, bien sûr, des choses différentes. Puis je pense que vous le vivez, vous n'êtes pas juste avec des enfants du tout au Wapikoni. Effectivement, de plus en plus, il y a des aînés aussi qui font des films puis qui découvrent. Puis c'est oui. Mais moi, j'allais juste, c'est un commentaire plus personnel, mais je suis toujours fascinée à quel point le Québec est tellement fier de sa culture. On a des cinéastes qui rayonnent partout sur la planète. Bon, on le sait, là, il y a Dune qui va sortir dans moins d'un mois, là, puis on est donc bien fiers et tout. Et il y a cette reconnaissance culturelle. La culture a une place privilégié au Québec. Mais c'est incroyable comment le ministère de l'Éducation ne déploie pas d'argent et qui ne reconnaît pas comment le cinéma est un outil justement de culturel, est un outil d'éducation. Comment ça se fait que c'est toujours le monde des arts qui doit pallier à la médiation culturelle et non pas le ministère de l'Éducation qui ne déploie pas une enveloppe d'argent? Comment ça se fait que ces ateliers-là ne sont pas donnés dans un bac à l'enseignement? Comment ça que ce n'est pas les professeurs, les premières personnes qui devraient avoir des cours de littératie
numérique. Si on allait chercher ça, si eux étaient sensibilisés, après, ils seraient beaucoup plus ouverts à faire appel à nous tous pour dire « Venez présenter des choses dans nos classes, venez former les adultes de demain parce que c'est des outils de réflexion sociale, de découverte, de langage, et de plus en plus, on le voit, là, Facebook, TikTok, Instagram, les médias sont nos démocraties sont à la limite en danger si on ne connaît pas bien la littératie numérique. Absolument. Ça fait complètement de partie de notre rôle, je pense aussi justement d'être aussi ces soldats qui montent au front pour dire aux différents ministères concernés la nécessité vraiment de mettre ça en place de manière beaucoup plus démocratisée, puis aussi de réfléchir à la notion de territoire. Là, tu disais ça tout à l'heure, puis je trouve ça intéressant. C'est-à-dire que malheureusement, souvent, l'argent est quand même concentré autour des gros centres urbains. Et quand on va à Fermont ou à Sept-Îles, là, on se rend compte qu'il n'y a plus grand-chose de disponible. Donc, d'avoir cette préoccupation-là que la culture et l'éducation au cinéma soient accessibles partout à travers le territoire, il me semble que c'est quelque chose, effectivement, qu'on aurait intérêt à plus pousser auprès de nos instances gouvernementales. Puis, Caroline avait mis je ne sais pas si c'est Caroline qui a fait les questions, mais en tout cas, comment est-ce qu'on pourrait mieux collaborer entre nous ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, en termes d'éducation cinématographique, il y a un vrai manque vraiment au début. Moi, je suis d'accord avec vous que tout le monde gagnerait à se faire former au cinéma, quel que soit notre âge. Le milieu scolaire, c'est peut-être aussi plus facile parce que les personnes sont plus captives. Quand elles sont au milieu scolaire, il faut qu'elles viennent tous les jours au même endroit. Donc, on sait qu'on peut les rejoindre plus facilement. Et c'est sûr que, selon moi, mettre plus de cinéma dans les enseignements au primaire et au secondaire, ce serait vraiment quelque chose qui aiderait cette culture-là à mieux rayonner, et puis les jeunes à comprendre en fait comment l'image est faite, ce qu'elle veut dire et comment on interagit avec. Puis ça, ce serait magnifique, puis c'est un beau rêve, mais je pense qu'avant ça, il y aurait aussi l'étape de faire en sorte, je sais qu'il y avait des outils qui essaient de se développer pour que les ressources soient plus accessibles, mais reste que moi, il y a encore des enseignants à qui je parle qui sont comme « j'avais aucune idée que ça existait, ce que tu fais, puis c'est exactement ce que j'ai besoin puis ce que je veux ». Fait qu'il y a encore une barrière. Notre offre, elle n'est pas nécessairement connue. Pourtant, tout ce qu'on veut, c'est aller à la rencontre de ces gens-là. Donc, il y a un travail aussi à faire au niveau du lien entre le milieu de l'éducation et tous ceux qui essaient de le soutenir, mais qui ont de la misère à se rendre. Tu sais, c'est un peu absurde quand on y pense. En fait, il y a un lien entre toi avec une école, moi avec une école. Mais il n'y a pas de lien avec la commission scolaire. Le centre de service scolaire. Oui, le centre de service scolaire, oui. Non, tu as raison, maintenant ce sont des centres de service scolaire de Montréal. Donc, on est obligé à chaque fois, c'est d'aller dans une école, d'aller convaincre un prof, le prof va convaincre son directeur d'école, le directeur d'école va ensuite présenter ça au conseil d'établissement pour que la sortie soit agréée. Si on a un prof motivé, il n'y a pas de problème. Parce que le prof va faire la job, puis il va pousser. Mais si le prof n'est pas trop motivé, ou si le directeur dit « Oh, je ne connais pas, le centre de service m'en a pas parlé, ça coûte trop cher. » C'est beaucoup d'étapes, c'est beaucoup de... C'est ça. Ouais. On n'a aucun contact avec les centres de service. Or, on devrait être quelque part dans leur liste d'intervenants, dire « Ah, ben, si vous vous intéressez au cinéma, il y a un tel. » Il y a quand même culture à l'école, si je peux me permettre. Oui, chaque artiste peut présenter une offre pédagogique. Mais c'est vrai que c'est très ponctuel, individuel. Il n'y a pas la notion de collectif. Mais le répertoire culture à l'école, où Cinécole est inscrit, il faut que l'enseignant sache que ça existe. Oui, c'est ça. Il y a une autre petite barrière là, parce qu'en effet, il y a beaucoup d'enseignants qui approchent, ils voient, mettons, l'offre sur le site, puis ils nous écrivent, puis je suis comme « Ah, vous pouvez être financé par Culture à l'école, puis c'est quoi ça? » Oh, OK. Fait que là, t'expliques ça, mais... Oui. Donc, il y a un problème de diffusion de l'offre de service qu'on a aux écoles, parce que ça ne passe pas par une instance supérieure, qui est leur centre de service, qui devrait faire ce travail-là. Oui, c'est ça. De là, le lien avec le ministère de l'Éducation. Ben oui. Après, le ministère de l'Éducation, oui. On remonte. Oui, on l'a vécu l'année dernière, puis là, je me permets de faire la plug. C'est la semaine Vérité Réconciliation.
Et anecdote, l'année dernière, le Centre national Vérité et Réconciliation nous a contactés pour qu'on puisse rejoindre les écoles au Québec pour des activités en lien avec le 30 septembre, qui est la journée Chaque enfant compte, qui n'est pas très connue au Québec en ce moment et qui est très importante. Et on voulait aider. C'est sûr que l'année dernière, rappelons-nous, on était en pleine pandémie et le Québec, c'était plus difficile que toutes les autres provinces. Mais on s'est retrouvés devant un trou de comment on fait pour rejoindre les écoles. Il n'y a aucun moyen. Moi, il a fallu que j'écrive à des directeurs d'école que je connaissais personnellement, puis ils me donnaient des noms de personnes. Puis j'ai comme, mais c'est impossible au nombre d'écoles qu'on a au Québec qu'on appelle chaque école puis qu'on trouve la personne. C'est le fax qui fonctionne bien dans les écoles. C'est le dernier endroit où le fax existe encore. Ah, dans les communautés aussi. Oui, parce que des fois, quand on va sur le site de l'école, des fois, c'est à peine s'il y a un courriel. Puis des fois, il y a pas on a le nom du directeur, mais on n'a pas son courriel. Il n'y a aucun prof. Donc, pour faire passer une information, oui, le fax, moi, je ne le fais pas parce que... Mais effectivement, c'est encore très utilisé dans toutes les écoles ont un fax. C'est peut-être les écoles plus éloignées aussi, mais oui. C'est ça. Nous, Donc, on vient de faire réparer notre fax. Bon. Perrine, un petit, le mot de la longueur de votre choix sur cette question. Puis après ça, public, si vous avez des questions, on va pouvoir passer à la période de questions. Donc, Perrine, on vous écoute. Non, mais comme moi, c'est un cas un peu spécifique. Donc, en France, c'est un peu... Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous écouter. C'est passionnant ce que vous dites, mais on a exactement les mêmes difficultés en France. Hein, c'est exactement la même chose. Mais je voulais juste dire, effectivement, mais Armandine l'a dit avant moi, donc voilà, j'ai plus rien à dire. Effectivement, l'intérêt du public scolaire, c'est que c'est un public captif. Et tu as dit le mot, et que ça permet une certaine démocratie. En tout cas, enfin voilà, on touche tout le monde, on est sûr de toucher tout le monde. Alors que tout ce qui se passe hors temps scolaire, c'est des enfants qui ont le temps, qui n'ont pas des petits frères ou des petites sœurs à s'occuper, qui ont des parents qui... Enfin voilà, c'est pas tout le monde, quoi. Enfin voilà, à l'école, c'est... Il y a une question de privilège qui s'inscrit dans des activités hors école, définitivement. Ouais, c'est ça, voilà. C'est tout. Voilà. Après, la question des ponts, c'est toute la complexité, vous la dites très bien, c'est... Les institutions, c'est hyper compliqué de les toucher quand on traite de choses qui ont attrait à l'art, quoi. Parce que le cinéma, ça touche à l'individu, aux émotions, à des choses personnelles. Et l'éducation nationale, l'éducation, les institutions, elles sont faites pour désindividualiser, pour homogénéiser. Et donc, voilà, il y a ce conflit en permanence entre ce qu'on fait, nous, et les institutions. Et pourtant, ce besoin qu'on a les uns des autres, quoi. Enfin, voilà, mais vous le dites très bien. Merci, Perrine. Merci, Perrine. Donc, on va prendre une première question. En fait, c'est encore un commentaire. Si vous passez par les associations, comme la QESAP, c'est un exemple pour les profs d'art plastique, on a une liste d'illuminés qui seront plus que contents d'obtenir vos contacts. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On en prend note. Oui, c'est vrai que c'est les associations. Moi, j'avais été au congrès là, des profs de français parce que, comme j'ai dit, c'est vraiment beaucoup c'est les profs de français qui nous sollicitent. Fait que c'est vrai que ça peut être une super belle option, mais je n'avais pas vu, pour le congrès des profs de français, je n'avais pas eu de liste de contacts. Par contre, je ne sais pas si c'est spécifique aux profs d'art plastique, mais on va regarder ça. Hein? C'est un bon... Oui. Je sais que moi, j'avais une fois une ou deux écoles qui étaient venues à Sherbrooke suite à un espèce de colloque, de congrès organisé soit par la région ou la ville sur l'offre de services culturels pour notamment les écoles. Mais la particularité, c'est que moi, je ne pouvais pas y être comme représentant. Fallait que ça passe par les acteurs locaux. D'accord. Oui. Ah, je ne sais pas qui était en premier. C'est beau. René Robitaille, ex EI Cinéma. En fait, j'ai travaillé pendant 12 ans à l'EI Cinéma. J'ai donc une pratique en classe assez consistante. Là. On vous a reconnu sur la vidéo. Ben oui, c'est vrai, j'étais là. Pour dire qu'il y a un truc que vous avez effleuré beaucoup et que moi, je trouve aussi très important, c'est comment les jeunes se retrouvent dans les ateliers pratiques qu'on donne, nous en tout cas, dans un contexte où il faut qu'ils travaillent en équipe, où ils développent leur conscience collective. Là. Vraiment, c'est un truc que le cinéma, on le sait tous, là, ça ne se fait pas tout seul.
à moins de faire du cinéma d'animation dans une salle obscure de l'ONF, là. Mais sinon, c'est vraiment un travail d'équipe. Et pour leur apprentissage sociétal, c'est très important. Deuxième point que je voulais aborder aussi, c'est qu'effectivement, comme Roch a parlé des associations d'enseignants, que ce soit la QESAP ou la QPF pour les profs de français, nous, on les rencontre à chaque année, on les fréquente dans leur congrès annuel et c'est vraiment une belle opportunité là, pour les nouveaux qui arrivent, qui ne nous connaissent pas encore, ou même des fois des enseignants qui sont en pratique depuis une dizaine d'années, ont commencé à travailler un peu avec le cinéma, puis paf, ils tombent sur notre guide Objectif Film, ils font « Ah, mais non, mais c'est vraiment ça que j'avais besoin. » Et c'est ça, ils sont super contents de nous connaître à ce moment-là. C'est une façon de se faire découvrir aussi. Ça, c'est un petit plus que je voulais ajouter. Ben, merci beaucoup. Mais je pense que Marc-Claude, tu en as quand même parlé tu parlais de collaboratif, de hiérarchie, du travail collectif du cinéma. Puis c'est vrai, René, puis au Lab, on avait un partenaire vraiment, vraiment précieux qui aurait même pu, je pense, être invité, qui est Fusion Jeunesse, qui ont un programme cinéma qui est le premier programme qu'ils ont développé, le programme cinéma. Donc, c'est un organisme vraiment qui fait, dans le fond, qui encourage la persévérance scolaire, donc travaille avec des clientèles plus sensibles au décrochage scolaire, tout ça, donc des classes d'adaptation, des classes de TSA et tout. Et ce qu'ils font, c'est exactement ça. C'est sur l'année, ils ont un coordonnateur avec une classe dans une école. Le coordonnateur est un étudiant en cinéma ou un diplômé en cinéma et il accompagne les élèves sur toute l'année pour faire avec eux un court-métrage avec toutes les étapes. Et avec le Lab Québec Cinéma, on accompagnait ce projet-là en ajoutant une leçon de cinéma pour chaque groupe. Donc, on venait combler des fois... quand le coordonnateur est peut-être un petit peu moins bon en scénarisation, ben, on arrive avec un scénariste puis tout ça. Et sur ces projets-là, d'ailleurs, il y a des projets de Fusion Jeunesse qui sont dans les communautés autochtones aussi. Donc, c'est vraiment, vraiment un super beau projet. Et il y avait vraiment cette idée-là de leur faire un travail collectif, surtout que, justement, c'est des clientèles qui sont à risque. Donc, tu sais, des fois, il y a des jeunes qui restent à l'école juste parce qu'il y a ce projet-là qui existe, qui est quand même assez fabuleux. Donc, un autre beau pouvoir du cinéma là, qui est vraiment, justement, dans la pratique puis dans la collectivité. Tu parlais tantôt des notions de privilège. Le cinéma est aussi peut-être un outil privilégié pour des gens qui ont différentes capacités d'apprendre aussi. Hein. Mais on l'observe même au sein des écoles. C'est ce que disait l'étude Cinéprof qui a été présentée ce matin. Il y a de très fortes disparités sur l'enseignement de cinéma entre les écoles privées et les écoles publiques. Malheureusement, surtout dans la pratique, oui, parce qu'avec les outils... Voilà, parce que je veux dire, je ne sais plus quelle ville, là, l'enseignant, il a 3 ordinateurs pour 36 élèves. Bon, bah, c'est sûr qu'on ne peut pas vraiment enseigner le montage à 36 élèves avec 3 ordinateurs. Oui, moi, tout à fait. Moi, je pensais plus à l'idée de peut-être raccrocher des élèves qui, par le langage du cinéma, vont être peut-être plus intéressés que, par exemple, aux méthodes classiques d'enseignement, par exemple. Mais effectivement, c'est très bon point. Différentes clientèles qui peuvent justement peut-être être plus aptes à apprendre par cet outil-là que par les méthodes traditionnelles. Mais ça revient un peu à ce que Marc-Claude disait aussi. Oui, en fait, moi, j'allais dire c'est un outil d'empowerment. Excusez-moi l'anglicisme, mais pour tout être humain, moi, j'ai fait de la médiation culturelle en dehors du Wapikoni aussi, puis je me rappelle de jeunes qui étaient sur le point de lâcher le projet parce que tu sentais une peur. Tu sentais, puis là, de lui dire, écoute, je la comprends, ta peur. En tant que cinéaste, j'ai la même peur à chaque fois que je commence un nouveau projet, mais je vais t'accompagner, tu sais, je vais te supporter là-dedans, je vais te soutenir à travers ta peur. Puis à la fin, quand il voit la finalité du projet, là, c'est la fierté. Puis cet apprentissage-là, à travers un projet cinématographique, le cinéma, c'est l'art le plus complexe et le plus lourd. Hein? C'est pas comme écrire un livre, on est tout seul, peindre, on a nos pinceaux avec de la couleur. Le cinéma, c'est de la technologie, c'est un travail d'équipe, c'est un scénario, c'est une écriture. Donc, c'est complexe comme processus de création et de réalisation. Mais l'impact sur un être humain est énorme. Puis en tant que, je suis documentariste à la base, avec Philippe, on avait fait une activité avec les RIDM. Ce qui était le plus fascinant à travers le parcours de documentaire, on avait fait un web documentaire en ligne. Puis ce qui était le plus fascinant avec les élèves, c'est au niveau secondaire, c'était beaucoup plus les questions éthiques. Ils étaient fiers à la fin, mais moi, je me rappelle qu'on passait des heures à discuter sur qu'est-ce qu'on peut filmer, c'est quoi la responsabilité quand on filme quelqu'un et de diffuser ces images-là. Est-ce qu'on peut aller là? C'était vraiment fascinant, puis c'était vraiment de dire à travers l'art cinématographique, c'est vraiment de l'éducation d'adultes de demain.
terrain sur les responsabilités sociales qu'on a, sur la responsabilité de déployer des images dans un monde audiovisuel de plus en plus présent dans nos vies, en fait. Oui, puis qu'on prenne le film par un bout ou par un autre. L'objectif, c'est vrai que c'est un outil pour nous, qui pour amener le jeune soit à réfléchir. Effectivement, là, tu parlais de réfléchir sur l'importance de l'image, puis est-ce que je présente l'image, l'éthique. Le cinéma, tu l'as dit, c'est à la fois un des médiums les plus complexes, mais c'est aussi, paradoxalement, pour un jeune, le médium le plus accessible. Parce qu'il y a des jeunes qui n'ont jamais mis les pieds dans une salle, dans un théâtre, qui n'ont jamais vu une pièce, puis qui ne veulent pas en voir, parce que de toute façon, ce n'est pas pour eux. Concert, c'est la même chose, mais tout le monde a vu des films. Donc c'est à la fois extrêmement riche, extrêmement complexe, mais en même temps, c'est facile de les amener vers le cinéma, parce que c'est quelque chose qu'ils connaissent déjà. Après, c'est à nous et aux enseignants, effectivement, de dire OK, il y a un film, mais on va creuser derrière, on va réfléchir, on va se dire, c'est quoi ce film? Comment il a été tourné? Qu'est-ce que ça t'amène comme questionnement? C'est ça aussi la beauté du cinéma, parce qu'effectivement, un roman, on est tout seul devant sa page blanche, puis on l'écrit, mais c'est de l'ordre de l'inconnu pour un jeune, que le cinéma, il connaît. Mais notre rôle, selon moi, c'est aussi de lutter contre les algorithmes qui font que quand on regarde le cinéma juste sur Netflix, au bout d'un moment, Netflix ne vous propose que ce que vous regardez. Donc, et on va vers une uniformisation, une standardisation, même au niveau mondial de l'offre cinématographique. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont accessibles. Tu sais, je veux dire, le fait que ce soit accessible facilement, ça fait qu'on peut avoir accès à un film africain que, il y a 15 ans, on n'aurait jamais pu voir ce film africain-là. Mais c'est vrai que de manière générale, ça travaille beaucoup à la standardisation de ce qu'on attend de l'image, de la manière dont on offre, dont on construit les films. Et je pense qu'un de nos rôles à nous, c'est vraiment de lutter contre ça et d'amener les jeunes à se positionner aussi pour qu'on n'ait pas juste tous la même série télé et le même film. Mais c'est vous qui parliez de découvrabilité tout à l'heure aussi, où on parlait de l'enjeu de la découvrabilité dans la pédagogie. Oui, puis c'est comme programmatrice, je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis quand même, parce que je pense que c'est une des choses qu'on fait, de lutter contre l'uniformisation. C'est important d'avoir une programmation, puis je le disais plus tôt, qui est diversifiée, qui a diversifié autant au niveau des représentations, au niveau des genres aussi, d'avoir du cinéma d'horreur, d'avoir du cinéma d'animation, d'avoir vraiment d'essayer de montrer à quel point c'est vaste, justement, l'offre. Puis, tu sais, on travaille principalement avec du cinéma québécois, mais je veux dire, l'offre, tu parlais d'un film africain qu'on n'aurait jamais vu autrement. Tu sais, c'est ça, nous, on n'est pas dans la démonisation des plateformes vidéo en ligne, on travaille là-dessus, tu sais. Mais, justement, pour travailler avec cet outil-là, il faut apprendre à le comprendre, à le connaître, puis être capable de le mettre à notre service, un peu, justement. Voilà. Perrine, oui. Parfait. Oui, allez-y, pardon. Merci. Donc, je me sens Patrick Touchette, Réciculture Éducation. Moi, j'ai commencé enseignant de sciences et puis conseiller pédagogique en technopédagogie. Et puis, je me sens obligé d'intervenir un petit peu juste pour glisser mon message parce que je vous entends. Puis, je suis venu ici. Puis, merci à Caroline qui m'a invité. J'ai passé les 3 derniers jours. Puis, c'était savoureux. Ça m'a ouvert sur votre réalité. Et la Réciculture Éducation, c'est quand même un service qui est très récent, mais que notre mandat est exactement de vous amener à l'école. Et c'est ça qu'on va travailler d'ailleurs. C'est des chantiers qu'on veut développer. J'espère avoir vos collaborations pour aller là. Mais c'est clair. Puis je le vis pas juste dans le cinéma, je le vis aussi avec le théâtre, je le vis aussi dans plein d'autres milieux culturels présentement. Puis ce que vous nommez là, puis de la façon. Mais vous avez tout ce qu'il faut pour le faire, là, c'est clair. Là. Donc, je vous invite. De toute façon, on va expliquer ça dans la prochaine table ronde, mais je vous invite à collaborer dans les prochains courriels que je vais sûrement vous envoyer pour ça. Bon, concrètement, des actions, c'est super, c'est super, parfait. Là, je veux juste pas oublier Perrine. Perrine, voulez-vous rajouter quelque chose sur la dernière question ou les commentaires précédents? Non, parce que là, je me sens... Mais j'écoute avec grand plaisir parce que c'est super intéressant, mais là, pour le coup, je me sens vraiment loin, malheureusement. Pas de souci, pas de souci, merci beaucoup. Oui. Voilà, je viens au printemps et j'espère vous rencontrer tous à Montréal. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Voulez-vous, là, je me retourne encore vers vous, un mot de la fin, on va conclure. Vouliez-vous rajouter un aspect qu'on pourrait partager avec le panel comme mot de la fin?
Non, mais moi, je suis toujours partagée sur le fait de... C'est vrai qu'effectivement, il n'y a pas assez d'argent qui est injecté dans tous ces organismes, comme vous dites. Moi, j'appelle ça dispositif. Et à la fois, je trouve que c'est ce qui fait la beauté de ces choses-là, c'est qu'elles sont toujours un peu, malheureusement aussi, mais bricolées avec l'énergie des gens. Et qui fait aussi que le principe d'école et cinéma, c'est super, mais à la fois, c'est un énorme dispositif qui parfois peut-être écrase des initiatives qui auraient été plus locales. Je ne sais pas si Wakaponi ou des choses comme ça qui existent ne seraient pas écrasées par des dispositifs plus nationaux, institutionnalisés, etc. Donc, il y a toujours l'intérêt des petites choses enfin petites entre guillemets, hein, c'est quand même pas petit, mais je veux dire voilà, des un peu plus marginalisées, on va dire, qui sont pas voilà, qui fait qu'il y a des choses qui vont se passer aussi parce que c'est à taille humaine quelque part. Voilà. Ouais, de garder de garder les deux vitesses aussi, les deux. Idéalement, il faut les deux, c'est ça. Voilà, mais moi, je trouve ça vraiment intéressant, puis ça me fait... Petit, moi, je le prends pour plein écran. Je pense qu'on est encore petit. Puis, il y a quelque chose de beau là-dedans parce qu'il y a cet aspect guérilla puis audacieux, novateur qui vient avec ça. Alors que c'est vrai que chez Québec Cinéma, des fois, je trouvais que la structure était un peu rigide parce qu'il y a un discours très rigide dans lequel on s'inscrit. Et là, j'ai l'impression que je déploie mes ailes un peu avec la guérilla chez plein écran. Donc, je comprends très, très bien, Périne, ce que tu veux dire. Non, puis au Québec, c'était ça. C'est toujours des initiatives ponctuelles d'organismes. On fait ça, comme moi, Cinécole, on a démarré avec zéro. On faisait le ciné-bazar qui ramenait un peu d'argent, puis ça finançait les projections, et ainsi de suite. Et au bout de 4-5 ans, on nous a dit « Ah, mais c'est bien ce que vous faites !» Ah ben oui. Ben oui, ça fait 5 ans qu'on le fait. Puis là, on nous a donné un premier financement, puis un deuxième, puis un troisième. Mais il a fallu, ça a été de 2009 à 2014, on a fonctionné avec zéro financement. Donc on n'en faisait pas beaucoup des projections, mais on le faisait parce que on faisait le ciné-bazar, puis bénévolement, puis on ramassait de l'argent. Mais ça prend du temps. Et c'est vrai que c'est une fois qu'on a mis en place les choses que certaines institutions nous disent « Ah, c'est bien ce que vous faites ». Mais tu vois, on va vous aider. Au Lab, on était encore complètement sans financement. Hein. On était revenu autonome seulement au Lab, puis on a fait genre 250 activités en virtuel l'année dernière. Là, je dis ça, j'en paie encore les coûts, là, parce que 250 activités sur Zoom, c'est difficile. Là. Mais vraiment, tu sais, c'est une réalité que ça a été long d'avoir votre financement. Vous êtes chanceux de l'avoir, par exemple, parce qu'on n'a toujours pas de ça. Vous, la force de Québec Cinéma, c'est que c'est une grosse structure qui peut se permettre de faire des levées de fonds. C'est comme ça que ça fonctionnait. Nous, on n'est pas assez gros pour aller organiser ça. Ce qui est difficile, ça, c'est aussi donc ce financement et le financement qu'il faut à tous les ans recommencer. C'est des financements à projet, c'est pas des financements à la mission. Voilà. Ça dit quand même quelque chose sur la reconnaissance ou l'absence de reconnaissance, si je puis me permettre. Nous, on le fait depuis 26 ans et à chaque année, on avait réussi à un moment donné à en avoir un quand même un peu à la mission. Initialement, c'était le mandat officiel. Le financement a quand même été quelques années sur cette mission-là, puis est revenu parce que l'argent, c'est ce que tu disais tout à l'heure, dans la culture, il manque quand même aussi. Mais le financement se fera de moins en moins à la mission. Maintenant, ça, c'est la règle pour tous les organismes culturels ou communautaires, parce que moi, je suis sur un CA d'organismes communautaires. C'est des financements au par projet. Ce qui est contraignant, c'est que pour monter un programme comme par exemple Cinécole, il faut aller chercher 5, 6, 7 subventions. Donc, et à chaque année, on recommence. Des fois, on l'a pour 2 ans, mais on recommence. À chaque année, on recommence. Ouais, puis on nous demande de se réinventer aussi, souvent. Mais c'est problématique. Vous avez dit c'est contraignant, c'est éreintant. Et l'énergie qu'on déploie à convaincre par projet et à se réinventer, parce que ça fait partie de notre société, tous les artistes doivent se réinventer et réinventer d'un projet à l'autre, c'est de l'énergie et du temps qu'on ne met pas à mener nos activités. Puis ça devient vraiment problématique. Puis j'entends ça de votre part, là, qu'on s'en va encore plus vers des projets, puis non. Moi, je vais me battre. Je vais me battre avec vous tous pour faire reconnaître qu'on a des missions, puis qu'il faut reconnaître les missions. C'est comme si on disait aux écoles,
demander en fonction des projets que vous avez, ils font aussi en partie, mais il y a quand même un montant de base pour mener une école. Il y a quand même des montants de base, puis il va falloir, à un moment donné, ce tissu social d'OBNL, d'organismes à but non lucratif, soit reconnu dans notre société, parce qu'on en fait partie. Et de toujours nous remettre à projet. Non seulement ça n'aide pas les artistes qui sont tout seuls et qui appliquent souvent dans les mêmes enveloppes budgétaires que nous et que souvent les organisations vont avoir plus d'argent parce qu'ils ont un impact plus grand dans leurs activités, mais c'est éreintant pour tout le monde. Puis il va falloir qu'à un moment donné, les ministères s'en préoccupent. Il va falloir qu'ils le reconnaissent parce qu'on est en ce moment dans une société de plein emploi. Et tout le monde va aller vers le privé si ça continue comme ça, parce qu'on est fatigué. Là. Je veux dire, 250 activités en ligne, pas de budget, c'est épuisant. Je ne suis pas dans tes bottines, puis je peux imaginer que vous êtes fatigué, puis après, ça prend du courage pour continuer, en fait. Oui, puis c'est qu'on ne peut pas pérenniser des équipes non plus. Quand on fait des appels à projets, je veux dire, on ne peut pas avoir des gens qui sont là tout le temps et qui continuent d'améliorer le contenu. Donc, c'est sûr que notre mission, elle est vraiment pas servie par cette façon de fonctionner-là. Ça, c'est certain. Je pense qu'on est tous d'accord. On est sans cesse fragilisé dans nos actions, en fait. C'est ça la réalité, parce qu'il y a comme un recommencement perpétuel à former des gens, à... Tu sais, Olivier, si vous quittez votre liste de professeurs, là, juste ça. Tu me l'achètes? mais la transmission de toutes ces connaissances-là qu'on développe au fil des temps, c'est une expertise que chacune des organisations développe et on est complémentaires, on n'est pas compétitif, mais de fragiliser sans cesse des gens qui n'ont déjà pas nécessairement beaucoup d'argent. Bon, c'est sûr, Wapikoni, on est dans un milieu social, puis on a sûrement une enveloppe budgétaire au bout du compte beaucoup plus élevée que d'autres organismes, mais si vous saviez... pour ce que vous faites. Si vous saviez le temps que notre équipe passe à aller chercher des subventions, puis des fois des petites subventions, puis se fait attendre, mais c'est effectivement éreintant, un des problèmes. C'est comme si une école, doit y avoir 6 ou 7 financements différents qu'il faut refaire à chaque année. Oui. Donc, faut faire... Ça veut dire aussi faire un rapport à la fin de l'année, un rapport à la SODEC, un rapport à Téléfilm, un rapport à X ou Y. Puis l'année d'après, il faut recommencer la demande en leur disant on va faire ça. Ça fait 4, 5, 6 ans qu'on le fait, qu'ils nous financent. Donc, puis les rapports deviennent de plus en plus gros. Donc c'est vrai que moi j'ai la chance, c'est pas moi qui m'occupe de cette paperasserie-là. moi je suis sur le terrain. Après, je bataille pour aller chercher les écoles, trouver les jeunes, monter les organisations, me déplacer. Mais faut reconnaître que c'est un temps faramineux qui est consacré à faire du financement, à faire de la recherche de financement qui pourrait être consacrée à faire autre chose. À développer des nouveaux ateliers. Oui. Oui, mais oui, effectivement. Écoutez, faut qu'on mette un terme à cette magnifique table ronde. Je vous remercie énormément. Donc, Armandine, Ariane, Olivier, Marie-Claude et Perrine, merci beaucoup. Puis, bon dîner tout le monde. Merci. Merci.